Sous le sol gelé de la région la plus septentrionale de Finlande repose une découverte dont le potentiel pourrait bouleverser le sort du monde, qu'il s'agisse d'énergie nucléaire ou de mobilité électrique. Ces minéraux donnent l'impression qu'un futur digne de science-fiction est à portée de main. Mais comme souvent, les choses ne sont pas si simples. Voyons pourquoi. Tout au nord de la carte s'étend la région nommée Laponie, un territoire qui ne serait, paraît-il, peuplé que d'adorables petits lapins gambadant gaiement en quête de carottes. Non, je plaisante. C'est un coin isolé et enneigé de la Finlande, où les rennes surpassent en nombre les humains. Là, le ciel nocturne s'embrase d'aurores boréales près de 200 fois par an. Et, soit dit en passant, le Père Noël y aurait élu domicile. En 1985, la Finlande a officiellement déclaré que Santa Claus résidait à Rovaniemi, une ville située juste au sud du cercle polaire arctique, en Laponie. On y a même bâti le village du Père Noël, où les visiteurs peuvent le rencontrer, franchir la ligne du cercle polaire et visiter son bureau de poste principal, lequel reçoit chaque année des centaines de milliers de lettres d'enfants venus du monde entier. Ainsi, cet endroit est bien plus connu pour l'atelier du Père Noël que pour ses découvertes scientifiques. Mais bien en dessous de la glace et des forêts de pins, se trouve le gisement de Sokli, un vaste site géologique étudié depuis des décennies. Il était réputé pour son fer et son phosphate. Le premier sert à fabriquer presque tout, tandis que le second devient le plus souvent un engrais destiné à nourrir la planète. Cependant, des analyses récentes ont révélé la présence d'éléments de terre rares, de niobium, ainsi que de traces de métaux radioactifs tels que le thorium et l'uranium. C'est la possibilité du thorium qui a suscité l'enthousiasme des médias. Ce métal naturellement présent dans la croûte terrestre est légèrement radioactif et bien plus répandu que l'uranium, environ 3 à 4 fois davantage. Les scientifiques s'y intéressent de près, car il pourrait être converti en combustible nucléaire avec un rendement énergétique colossal. Un simple fragment de thorium de la taille d'une balle de golf pourrait, en théorie, produire autant d'énergie que plusieurs tonnes de charbon. Il offre aussi plusieurs avantages essentiels. Les réacteurs au thorium produiraient bien moins de déchets, ce qui rendrait ce métal plus facile à confiner et plus sûr à employer. Il a d'ailleurs une particularité curieuse. Autrefois, on l'utilisait dans les manchons des anciennes lanternes à gaz, car il brillait sous l'effet de la chaleur. Et ce n'est pas tout. Le gisement de Sokli renferme d'autres minéraux rares, indispensables à la fabrication des aimants présents dans les éoliennes, les voitures électriques et même les téléphones. Avec un financement adéquat, ce site unique pourrait permettre à l'Europe de construire des milliers d'éoliennes ou d'alimenter des millions de batteries. Alors, la Finlande et le reste du monde ont-ils gagné à la loterie géologique? Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, les centrales nucléaires ne fonctionnent pas au thorium, mais à l'uranium, ce combustible fiable qui alimente les réacteurs depuis des décennies. Tout le système, de l'extraction à la conception des réacteurs jusqu'à la gestion des déchets, est fondé sur lui. L'uranium fournit déjà environ 10% de l'électricité mondiale. Dans certains pays, comme la France, il en est même la principale source. Il fonctionne, alimente des millions de foyers, et l'industrie en maîtrise parfaitement l'usage. Le thorium ne joue pas selon les mêmes règles. N'étant pas fissile, il ne peut pas se scinder et libérer de l'énergie par lui-même. En d'autres termes, il requiert une aide extérieure pour devenir utile. On ne peut pas simplement le glisser dans un réacteur classique en espérant qu'il se mette à fonctionner. Ce serait aussi absurde que de vouloir recharger une Tesla en y versant de l'essence. Exploiter le thorium impliquerait donc de concevoir des réacteurs d'un tout autre type, ainsi qu'un système capable de les soutenir. Une technologie encore expérimentale, coûteuse et loin d'être prête pour un usage à grande échelle. Ainsi, oui, le thorium de Sokli a de quoi impressionner. Il brille d'un éclat prometteur. Mais pour l'heure, il demeure enfoui en attente d'avancées technologiques et d'investissements futurs. Quant aux autres éléments de terre rares, le néodyme et le praséodyme, ils se révèlent peut-être difficiles à prononcer, mais se cachent désormais dans presque tout, des écouteurs aux puissants appareils IRM des hôpitaux. Ils actionnent les moteurs des véhicules électriques et permettent aux immenses éoliennes de tourner. En somme, ils sont devenus omniprésents. Et puis, il y a le niobium. Ce métal renforce l'acier. En y ajoutant une faible quantité, on obtient des alliages plus solides et plus légers, utilisés dans les ponts et même dans les fusées. Aujourd'hui, l'Europe en importe la quasi-totalité, essentiellement du Brésil. Si le site de Sokli était exploité,
la Finlande pourrait fournir au continent une source locale. Mais encore une fois, la situation est complexe. Comme on l'a mentionné, la Laponie est l'un des plus beaux territoires de la planète. C'est aussi l'un des derniers grands espaces sauvages d'Europe, où les forêts de pins s'étendent sur des kilomètres. L'extraction de ces matériaux aurait forcément des conséquences. Elle pourrait dégrader le paysage, mécontenter le Père Noël, ou fragiliser les écosystèmes arctiques. Après tout, il s'agit d'éléments radioactifs. Il ne s'agit toutefois pas que de nature. Les communautés autochtones Samis vivent en Laponie et participent aux décisions prises sur leurs terres. La situation reste donc délicate et dépendra de recherches et de progrès technologiques. D'ici là, quels autres lieux sensibles pourraient renfermer du thorium? Le thorium, en réalité, n'est pas difficile à trouver. On en découvre dans les sables côtiers et les dépôts montagneux. Mais l'endroit le plus fascinant pour en extraire serait la Lune. Dans les années 1990, la sonde Lunar Prospector de la NASA a cartographié sa surface et repéré des zones riches en thorium. De quoi motiver les futures missions lunaires. D'autant que notre satellite abriterait aussi des éléments comme l'hélium-3, rarissime sur Terre. L'exploitation minière lunaire pourrait offrir une solution idéale. Les entreprises y feraient face à bien moins de concurrence, même si cela représenterait un défi colossal pour l'humanité. La Lune étant dépourvue d'atmosphère et exposée aux radiations comme aux écarts de température extrêmes. À voir si le jeu en vaut la chandelle. Entre-temps, revenons sur Terre pour une autre découverte, apparemment sans rapport. En explorant les grands fonds océaniques, des scientifiques ont récemment mis au jour quelque chose d'étonnant. Dans les plaines abyssales du Pacifique, ils ont trouvé des nodules polymétalliques, sortes d'amas de métal de la taille d'une pomme de terre, essentiels à la fabrication des batteries. Mais l'aspect le plus surprenant, c'est que ces nodules semblaient libérer de l'oxygène dans l'eau. Les chercheurs ont appelé ce phénomène l'oxygène noir. D'ordinaire, l'oxygène provient de la photosynthèse qui requiert la lumière du soleil pour atteindre les plantes, les algues ou les bactéries. Or, dans ces sombres profondeurs, aucune lumière ne parvient. L'hypothèse est que ces roches fonctionnent comme de minuscules batteries. Leur surface génère de faibles courants électriques capables de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. En somme, ces pierres respireraient de l'oxygène d'elles-mêmes, silencieusement. Si c'est avéré, cela pourrait transformer notre compréhension de la vie abyssale. Certaines créatures ne dépendraient plus seulement des évents hydrothermaux, ni de la matière tombée des hauteurs, mais recevraient un apport d'oxygène directement des roches. Les recherches en sont encore à leur début, et certains spécialistes estiment que cet oxygène pourrait être contaminé, ou présent en quantité négligeable. Mais s'il est bien réel, il signifierait que la vie des profondeurs dispose d'une source d'oxygène cachée, inconnue jusqu'ici. À la fois inquiétant, mystérieux et fascinant. Cette découverte soulève aussi des questions sur la vie ailleurs. Si les roches terrestres peuvent produire de l'oxygène dans l'obscurité, peut-être que les océans extraterrestres de Lune comme Europe ou Encelade en font autant. L'univers pourrait ainsi regorger de fabriques d'oxygène secrètes, prêtes à nous surprendre. Enfin, au-delà du thorium, la Finlande a récemment fait les gros titres avec une autre découverte géologique remarquable. Des chercheurs ont trouvé des cristaux de zircon charriés par les rivières. En les étudiant de près, ils ont remarqué que leur signature chimique différait des roches locales et provenait du Groenland. Cela suggère qu'une partie du socle scandinave pourrait en réalité venir de là. En termes simples, la Scandinavie se serait détachée du Groenland avant de dériver à travers l'océan. Il y a plusieurs milliards d'années. Ce lien inattendu rend le paysage nordique bien plus ancien et fascinant qu'on ne l'imaginait. Quant à savoir si le gisement de Sokli pourra un jour fournir une énergie presque infinie, nul ne peut encore le dire. Chaque jour apporte son lot de découvertes qui stimulent la réflexion et élargissent nos connaissances. Qui sait quelles technologies ou ressources cachées la prochaine décennie révélera? Sur ce, permettez-moi de vous quitter. Maintenant que je connais son adresse, je dois écrire une lettre au Père Noël. J'essaie toujours de quitter sa liste des vilains garçons. Vous êtes sur un yacht dans le sud de la France et vous vous perdez en mer. Votre téléphone n'a pas de signal et le GPS cesse de fonctionner. Il n'y a aucun moyen pour vous de nager jusqu'à un endroit sûr. Vos chances de survie sont pratiquement nulles. L'histoire d'aujourd'hui ressemble un peu à ça, mais au lieu de l'ambiance ensoleillée de la Côte d'Azur, imaginez les vents glacés de l'Antarctique.
Et au lieu d'eau calmes et bleues, vous avez tout autour de vous une mer remplie d'icebergs immenses, à perte de vue. Ah, et oubliez téléphone et GPS, ils n'existaient même pas à cette époque. Alors oui, survivre à une telle situation est fondamentalement impossible. Mais pour l'équipage de l'Endurance, ce ne fut pas simplement un scénario hypothétique, ce fut leur réalité. Et pourtant, ils survécurent en abandonnant leur navire. Avance rapide de plus de 100 ans, et les scientifiques ont enfin retrouvé leur embarcation dans les profondeurs de l'océan. Désormais, une nouvelle imagerie 3D nous permet de revisiter l'une des plus passionnantes histoires de survie réelle. Bien, reprenons depuis le début. En 1914, l'explorateur anglo-irlandais Ernest Shackleton rassembla 26 hommes pour l'aventure la plus audacieuse de leur vie, traverser l'Antarctique. Il s'agit d'un des endroits les plus rudes de la planète. Un désert glacé avec des vents violents, de longues nuits sombres et des températures glaciales, pouvant descendre sous les -60°C. Mais pour l'équipage de l'Endurance, ce voyage semblait promettre une belle aventure. Ainsi, le 8 août 1914, ils prirent la mer pour leur périple inaugural. L'Endurance quitta Plymouth, en Angleterre, et en octobre de la même année, ils arrivèrent à l'île de Géorgie du Sud. De là, ils se dirigèrent vers leur objectif principal, la mer de Weddell, sur la côte antarctique. Cet endroit est connu pour la brutalité de ses vents, sa glace épaisse et ses eaux extrêmement froides. Non, pas vraiment l'endroit le plus accueillant qui soit. Seulement 2 jours après avoir quitté la Géorgie du Sud, l'Endurance se retrouva face à un amas de glace épaisse, et ils commencèrent à avancer très lentement. Les énormes plaques de glace se refermaient autour du navire comme un piège lent et silencieux. Au début, l'équipage attendit. Peut-être que la glace se briserait, peut-être que le navire pourrait passer, mais les jours s'écoulèrent, puis les semaines, puis les mois. Le navire était coincé, complètement encastré dans la mer gelée et incapable de bouger. En février, un petit couloir d'eau libre apparut soudainement non loin de la coque de l'Endurance. Il y avait de l'espoir, mais l'atteindre n'allait pas être facile. Le navire était encore tout entouré de blocs de glace qui lui fermaient complètement le passage. Certaines de ces plaques mesuraient près de 6 mètres d'épaisseur. L'équipage travailla dur toute la journée, creusant un canal étroit à travers la glace. Le jour suivant, ils essayèrent à nouveau. Ils utilisèrent même des cordes pour tirer les énormes blocs de glace qui pesaient environ 20 tonnes. Mais l'espace qu'ils réussirent à dégager était encore trop étroit pour permettre au navire de prendre suffisamment de vitesse. Et pour aggraver les choses, la glace commençait déjà à se reformer. À un moment, le capitaine décida qu'il devait s'arrêter. Plusieurs mois s'écoulèrent. Le navire était toujours complètement emprisonné. Ils apercevaient parfois quelques fissures dans la glace ici et là, mais rien qui puisse vraiment les aider. Et puis les choses s'aggravèrent. La pression de la glace ne se contentait plus de retenir le navire, elle l'écrasait. On pouvait entendre le grincement du bois et la coque craquer. Peu à peu, le navire commença à se désintégrer. Ensuite, en octobre, oui, 1 an plus tard, Shackleton dut prendre une décision, abandonner le navire. Il avait raison, car en novembre, l'Endurance céda à la pression. Les mâts avant s'effondrèrent, l'étrave était broyée. Quelques jours plus tard, la poupe fut soulevée hors de la glace, puis l'épave entière sombra dans l'océan. Et tout simplement, l'Endurance disparut, enfouie sous la glace. Bien, mais qu'arriva-t-il à l'équipage? Les hommes emportèrent tout ce qu'ils purent et installèrent leur campement directement sur la glace, échoués dans un monde où la blancheur régnait à perte de vue. Pas de radio, aucune aide en vue. Ils ignoraient combien de temps la glace tiendrait. Pendant des mois, ils dérivèrent avec la mer gelée, survivant sur des plaques de glace en mouvement, toujours sur leur garde. Finalement, ils embarquèrent sur de petits canots de sauvetage de bois et commencèrent à ramer à travers les eaux glaciales, esquivant les icebergs menaçants, luttant contre des vagues qui les trempaient jusqu'aux os. C'était épuisant, glacial, terrifiant. Mais ils persévérèrent. Enfin, ils accostèrent sur une bande de terre rocheuse et isolée, l'île de l'Éléphant, leur premier sol ferme depuis plus d'1 an. Mais l'endroit était inhabité et n'offrait aucune réelle chance de sauvetage. Alors, Shackleton sélectionna 5 hommes, chargea le canot de sauvetage le plus robuste et mit le cap sur 1300 km d'océan ouvert afin d'essayer de trouver des secours. Le voyage dura plus de 2 semaines, et ils affrontèrent tout ce qui pourrait rendre fou un homme, tempête, embrun gelé, et des vagues de la taille de petits immeubles. Mais Shackleton ne perdit pas foi. Perdre ses hommes n'était pas une option. Grâce à son incroyable force de caractère, ils réussirent à atteindre la terre ferme.
ils débarquèrent sur l'île de Géorgie du Sud, mais hélas, du mauvais côté. Ils durent donc encore marcher pendant 36 heures à travers l'île avant de finalement atteindre la station baleinière de l'autre côté. Par chance, ils y arrivèrent, sains et saufs. À leur place, vous auriez alors probablement pris une longue douche chaude avant de vous coucher en position fétale pendant quelques mois. Mais ce n'était pas une option pour Shackleton. Il ne se reposa pas. Au lieu de cela, il se mit immédiatement à travailler sur un plan pour secourir les 22 hommes restés bloqués sur l'île de l'Éléphant. Après plusieurs tentatives de sauvetage infructueuses, les autorités prêtèrent finalement à Shackleton un remorqueur. C'est un type de bateau qui sert à déplacer d'autres navires en les poussant ou en les tirant. Lorsqu'ils approchèrent de l'île de l'Éléphant le 30 août 1916, le capitaine aperçut quelque chose. Un signal de fumée provenant de la côte. Oui, contre toute attente, les hommes avaient survécu. Comme vous le savez déjà, le navire, lui, sombra. On ignora même sa position exacte jusqu'en 2022, lorsqu'il fut finalement localisé sur le fond marin, à une profondeur d'environ 3000 mètres dans la mer de Weddell. Il fit les gros titres dans le monde entier, et les images de l'Endurance montraient qu'il était merveilleusement préservé dans les eaux glacées. Ses bois semblaient flambant neufs, et sa structure de base était encore intacte. L'épave était recouverte d'éponges, d'anémones, de crinoïdes et d'étoiles de mer. C'était une vision incroyable. Mais comment resta-t-il en si bon état? Bien qu'il ressemblât à n'importe quel autre navire de cette taille, il n'en était rien. L'Endurance avait été construit pour résister à des conditions hivernales très difficiles. Chaque détail avait été prévu pour une durabilité maximale. Les joints et les raccords étaient renforcés par des contreventements pour plus de solidité. Il était fait de planches épaisses de chêne et de sapins norvégiens et doublé de greenheart, un bois extrêmement résistant. La proue avait été conçue pour faire face directement à la glace. Chaque pièce de bois était tirée d'un seul et même chêne et façonnée pour épouser la courbe du navire. Voilà ce qui les avait aidés à survivre si longtemps dans la glace. À la fin de l'année 2024, des spécialistes ont réalisé le premier scan 3D du navire. Ils ont utilisé des robots sous-marins pour cartographier l'épave sous tous les angles, prenant des milliers de photos. Celles-ci ont ensuite été assemblées pour créer un double numérique. Et maintenant, vous pouvez le consulter en ligne. En revanche, ne songez pas à jamais vous approcher de l'épave. Je veux dire, l'Antarctique reste l'un des endroits les plus reculés du monde. Et s'y rendre serait déjà un énorme défi. À mesure que le monde se réchauffe et que la glace du pôle Sud continue de fondre, les spécialistes estiment qu'il y aura davantage d'opportunités d'accéder à l'épave. Mais ils souhaitent la protéger. Le problème de la préservation de l'Endurance a longuement été abordé. Une idée serait d'obtenir des organisateurs de croisières qu'ils acceptent de ne pas s'approcher de l'épave. Il est donc probablement prudent de dire que, d'une manière générale, nous ne pourrons probablement jamais la visiter de près. Du moins, pas dans un avenir proche.